Bonjour. Retournons en Champagne avec un Paul Roger 2015 blanc de blanc. Dans les vidéos précédentes de Champagne, je vous avais présenté un blanc de noir et un assemblage plus classique, canard du chêne. Et donc aujourd'hui, passons au blanc de blanc. Le blanc de blanc, comme son nom l'indique, c'est un champagne élaboré uniquement à partir de raisins blancs, en l'occurrence le chardonnay, le même cépage qu'en Bourgogne. Le millésime 2015 a été assez sec en fait, mais de bonne qualité, ce qui permet de millésimer. Les vendanges ont donné des baies avec un alcool potentiel de 10 et quelques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on faisait une seule fermentation, comme pour un vin blanc tranquille, on obtiendrait donc un vin d'un titre alcoolique de 10 et quelques. Ce qui explique l'histoire du champagne, parce qu'à ce degré d'alcool, il est difficile de conserver les vins. Parce que finalement, le champagne, c'est une chaptalisation qui se fait en deux temps et en milieu clos. Donc le gaz carbonique ne peut pas s'échapper et ça fait le champagne. Donc on a un alcool potentiel sur le vin tranquille de 10 et quelques, et avec le rajout de sucre qui déclenche la deuxième fermentation, on arrive au titre final de 12,5, ce qui est assez classique en Champagne. La maison Paul Roger date du 19e siècle. Les maisons de Champagne sont toujours très fières de raconter qu'elles sont très anciennes. Bon, c'est assez secondaire à mon avis, mais c'est pas très important. C'est quand même une maison indépendante, hein, c'est-à-dire que maintenant il y a tellement de marques qui sont dans le giron de LVMH, le groupe de Bernard Arnault, que c'est quand même bien de le noter. Le chef de cave s'appelle Damien Cambre depuis 2018. C'est un monsieur qui aujourd'hui a une cinquantaine d'années et qui a une formation, comme bien souvent, d'énologue. Il a travaillé auparavant en Bourgogne, dans la région de Dijon, et puis il a été aussi employé par la coopérative Nicolas Feuillat, une très grosse affaire, et qui commercialise un nombre impressionnant de bouteilles. Et évidemment, quand il a appris que Paul Roger cherchait un nouveau chef de cave, car l'ancien avait atteint l'âge de la retraite, il a saisi l'occasion et sans doute a-t-il eu bien raison, parce qu'évidemment il y fait un travail sans doute sensiblement plus intéressant que dans une cave coopérative. Le vignoble lui-même, eh bien, c'est quand même 90 hectares, dont une bonne moitié est en propriété directe, le reste en fermage, et en plus ils font bien sûr, comme toutes les grandes maisons de Champagne, des achats de raisins. Donc ça représente évidemment des gros volumes commercialisés. Ils font bien sûr toute une gamme comme les autres maisons. Leur cuvée très haut de gamme s'appelle Winston Churchill. Ils sont très fiers de cette histoire-là puisque Churchill a rencontré une dame de la famille dans l'après-guerre et il a été tombé amoureux non pas de la dame mais du champagne. Il nous raconte ça dans tous les sens. C'est un peu lassant mais c'est pas grave. Si je peux me permettre une parenthèse sur Churchill, tout le monde connaît son histoire, bien sûr, et les frictions qu'il a eues avec le général de Gaulle en 1940, lorsqu'il s'est réfugié en Angleterre. Parce que, évidemment, de Gaulle, eh bien, il est arrivé tout nu, comme on dit, et il cherchait à reconstituer un embryon d'armée. Mais Churchill, lui, à ce moment-là, avait sa grande terreur, c'est que Hitler tente une invasion en Angleterre, c'est ce qu'il a fait, et qu'il a échoué, bien sûr. Donc en fait, Churchill, lui, avait besoin de l'appui des Américains, mais à l'époque, Roosevelt n'était pas encore entré en guerre, il le fera qu'à l'issue de l'attaque de Pearl Harbor en novembre 1941. Donc il avait besoin de l'argent et des moyens américains, et puis de Gaulle avait besoin des moyens de Churchill. Donc évidemment, ça n'a pas été simple au début. J'ajouterai simplement pour terminer cette parenthèse, que Churchill et de Gaulle avaient des points communs, et le premier, c'est d'avoir bien saisi la nature du régime hitlérien, en vous rappelant que Hitler est arrivé légalement au pouvoir en mars 1933, et que par conséquent, lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est déclenchée en septembre 1939,
avec l'attaque de la Pologne. Ça faisait déjà 6 ans que le régime nazi était au pouvoir. Alors avec le recul aujourd'hui, on peut se demander comment se fait-il que les pays limitrophes et le monde entier n'aient pas saisi la nature exacte du régime. Par certains côtés, ça reste un mystère. Je referme cette parenthèse et je continue donc ma vidéo sur ce champagne. Les champagnes millésimés restent en général environ 6 à 8 ans sur latte, ce qui est dans la moyenne et qui bien sûr donne des champagnes d'une grande finesse, d'autant plus qu'on ne millésime que si les raisins sont très beaux. Nous allons donc goûter ce champagne qui doit être extrêmement agréable aujourd'hui. Ah, le nez, rien qu'à verser, on le sent déjà. Ouh là là. Des notes d'agrumes. Un peu de raisins secs, de noix. Très intense. Un nez très frais. Sans ces arômes un peu souvent caricaturaux de tilleul. Le beurre frais également. Très joli. Un peu de fleurs blanches dans l'affaire. Très belle finesse. Ça reste relativement léger. C'est un blanc de blanc. Mais c'est vraiment des champagnes très nets, très frais. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors, quand on n'a pas l'habitude de déguster le champagne, on est un petit peu perturbé par toutes ces bulles. Et on peut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière ces bulles. Une expérience, mais je vous ai peut-être déjà dit, c'est de prendre donc une petite dose de champagne comme ça et de le dégazer avec en agitant bien avec une petite cuillère. Vous me direz que c'est un peu un massacre. Mais c'est juste pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière un bon champagne. Et un blanc de blanc comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Et bien finalement, la comparaison qui vient à l'esprit, c'est le Chablis. Parce que finalement, la région de Chablis et la région de la Champagne, à vol d'oiseau, c'est pas grand-chose avec des points communs. Du calcaire de très grande qualité pour le chardonnay. Donc derrière ces bulles, on a une sorte de petit bourgogne blanc, fin et léger, étant entendu que dans les grandes cuvées, on va avoir des vins beaucoup plus longs en bouche, qui ont plus d'amplitude, ce qui est bien sûr assez logique. Donc en fait, pour bien juger un champagne, il faut faire un peu ce que je vous ai raconté dans les vidéos sur les arômes. On sent toutes ces bulles et après, eh bien, on donne un ordre, entre guillemets, à notre cerveau, oublie les bulles et dis-nous ce qu'il y a derrière. En fait, on y arrive très bien, hein, on ne souffre pas en plus pour le faire, et pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et dans un champagne fin, eh ben, les bulles, c'est pas du Perrier, hein, c'est un support des arômes, et c'est comme ça que le champagne doit sa réputation. Ah voilà, à bientôt.